très content que Gauthier Picard se joigne à notre cycle de séminaire systémique. Gauthier Picard, il est chercheur à l'ONERA, donc une structure, un organisme de recherche nationale dont une partie est d'ailleurs pas très loin de chez nous, côté Palaiseau, là. Lui-même travaille plutôt sur le site de Toulouse, hein. Euh, on, on- on a pu échanger récemment dans le cadre du lancement du Lab IA de l'ONERA, dans lequel Gauthier Picard à des activités et un pilotage même. Donc, à cette occasion-là, on a pu faire l'échange et il nous est venu en tête que ces travaux pouvaient intéresser la communauté Systemix et au-delà les gens qui sont connectés dans les projets de Systemix. Alors Gauthier, il a travaillé sur beaucoup de sujets différents. Il a commencé par une thèse à Toulouse et puis une habilitation ensuite à Saint-Étienne. Et c'est là aux mines de Saint-Étienne qu'il a dans le cadre du laboratoire Hubert Curien, pris son poste de professeur. Et puis ensuite, il a basculé côté ONERA. En fait, je disais qu'il avait beaucoup d'activités parce qu'il a des choses qui concernent bon, l'IA au sens large, la coordination entre agents et les problématiques d'allocation de ressources. Donc, tous les systèmes distribués l'intéressent et en particulier leur optimisation. Et donc, les applications qu'il traite, évidemment, sont relatives au terrain de jeu de l'ONERA, hein, des sujets autour du satellite, autour de sujets de robotique et aussi de systèmes de transport intelligents. C'est un peu sur ces sujets-là, je pense qu'on peut rejoindre certaines applications systémiques. Bon, voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus. Je vais laisser Gauthier peut-être se présenter en plus de ce que je viens de dire et puis surtout introduire sa présentation. Merci beaucoup, en tout cas, d'avance pour ton temps. Et merci beaucoup, Patrice. Bah, l'introduction, très bien. Voilà, c'est effectivement mon parcours en quelques secondes. Donc, effectivement, la présentation que j'ai faite aujourd'hui, j'ai eu l'occasion d'appliquer les techniques dont j'ai parlé dans plusieurs cadres applicatifs et j'ai fait le choix aujourd'hui, par rapport à ce dont on avait discuté, d'orienter plutôt sur des aspects transport intelligent, coordination de véhicules. Donc, on va voir ça. Et les techniques dont je parlais, il y a deux principales familles de techniques qui ont été appliquées pour mettre en place de la coordination entre des agents intelligents. Ce sont des techniques qui relèvent de de l'optimisation distribuée sous contrainte et des techniques basées sur des enchères combinatoires ou relâchées. On va voir un petit peu ça dans la suite. Donc, ce qui nous intéresse ici, ce qu'on va appeler un agent, des agents, qui sont des entités qui vont se comporter de manière autonome, mais qui ont quand même un but bien particulier ou des buts qu'elles cherchent à atteindre. Et un système multi-agent, c'est une composition de plusieurs agents qui vont interagir, pour lesquels il va falloir trouver des moyens de coordination afin que les agents puissent atteindre leurs buts individuels et éventuellement des buts collectifs. Donc un agent, c'est une entité qui est autonome, qui a le contrôle d'elle-même. Donc on peut imaginer bien sûr un être humain, un véhicule autonome, un robot, ça peut être un logiciel, un agent virtuel. Donc sous la notion d'agent, il y a toutes ces possibilités. Une notion importante, c'est bien sûr l'interaction, c'est qu'on va devoir mettre en place des protocoles qui vont leur permettre d'échanger des informations, d'échanger des buts, de se coordonner, de mettre en place des procédures particulières, par exemple pour l'allocation de ressources ou de la coordination de plans. Donc, on va voir ça un peu plus tard. Et deux autres dimensions qui sont importantes dans la notion d'agent, c'est l'aspect réactif. Un agent perçoit son environnement, reçoit des informations et va réagir à ce qu'il peut recevoir et ce qu'il peut percevoir. Mais un agent, c'est également une entité qui peut être proactive, qui peut construire des plans, proposer des choses et donc rentrer en interaction avec un humain, lui faire des propositions pour de nouvelles actions. Aujourd'hui, on va se focaliser sur les aspects coopératifs, c'est-à-dire que les agents vont avoir à se coordonner pour mettre en place, exécuter les meilleures actions pour le collectif. Donc ici, les agents, ils vont former une équipe, on la conçoit,
on conçoit cette équipe, on conçoit les règles pour cette équipe et on va choisir, les agents vont essayer de choisir les meilleures actions pour l'équipe. Alors c'est important malgré tout de se poser cette question d'une prise de décision décentralisée, distribuée dans un cadre coopératif pour deux raisons. Principales qui sont l'autonomie. Bon, typiquement, on peut imaginer, on a des véhicules autonomes où on a des robots sur un champ à explorer suite à un désastre, ce genre de choses. On n'est pas forcément, on n'a pas forcément une communication complète, donc il faut laisser un peu d'autonomie. On imagine des satellites qui sont bien sûr pas en communication permanente avec la Terre, donc il faut on doit prendre en compte l'autonomie et ce type de décision est un moyen de la garantir, cette autonomie. Et il y a une autre chose, c'est qu'il peut y avoir des aspects liés à la privacité, à la confidentialité de certaines données. C'est pas parce qu'on est coopératif qu'on veut donner absolument toutes ces informations. Donc, un des exemples très classiques, c'est plusieurs personnes veulent trouver, ont un but commun, c'est de trouver une date pour une réunion future. Mais elles ne vont pas vouloir le faire en donnant tout leur agenda afin de trouver la meilleure date. D'accord? Ça va se faire au travers d'un protocole. Donc, les gens sont coopératifs, ils ont un but commun, mais par contre, il y a quand même des exigences de confidentialité de certaines données, par exemple. Des applications qui sont souvent utilisées pour illustrer ce cadre sont par exemple la surveillance, quand on va avoir des capteurs ou des robots qui doivent garantir la surveillance ou la couverture d'une certaine zone, l'exploration coopérative par un ensemble de robots, la gestion du trafic pour des véhicules autonomes, comme l'exemple que je vous donnais, trouver des dates pour des réunions, faire de l'ordonnancement de la planification pour un ensemble de satellites qui sont possédés par des parties prenantes différentes qui ont des exigences de privacité. Ou bien, par exemple, des opérations de sauvetage avec de l'affectation de tâches à différents collectifs de robots ou différentes parties prenantes avec les pompiers, la police, les médecins, etc. Donc, on retrouve ça, là, c'est une illustration. Donc là, typiquement, ça peut être des collectifs de robots hétérogènes auxquels on va essayer d'affecter des tâches pour qu'ils puissent au mieux couvrir un environnement inconnu. Les systèmes de défense comme très connectés, ces systèmes dans lesquels on va faire appel à un très grand nombre de ressources interconnectées. Un des exemples et une des choses sur lesquelles je travaille beaucoup ces temps-ci, c'est les constellations de satellites pour l'affectation de tâches d'observation de la Terre à un ensemble de satellites, mais ça peut être aussi des tâches de communication. Donc, il y a un ensemble assez hétérogène d'applications ici. Les systèmes autonomes de livraison ou de transport tels qu'on les imagine, et bien sûr les véhicules connectés, les systèmes de transport intelligents. Donc, aujourd'hui, je vais principalement présenter les choses en deux temps. Une partie qui est plus quelles sont les techniques, donc optimisation distribuée, coordination par enchère, et ensuite deux focus sur des applications particulières, sur le transport à la demande et sur la gestion du trafic pour des véhicules sans pilote. Alors, un des exemples qui motive, qu'on utilise souvent, donc j'ai l'habitude de donner des tutoriels sur ces techniques-là, qu'on utilise pour exprimer un petit peu que sont les décopes, comment ça marche, c'est utiliser par exemple l'application du suivi de cible. Donc on a un ensemble de cibles là, en rouge, on a des capteurs qui sont disposés dans l'environnement, des caméras qui sont capables de pointer vers ces cibles. Et donc, les valeurs de ces décisions correspondent à dans quelle direction je vais regarder. Et des fois, il y a des directions qui permettent d'observer la cible ou non. Alors, si on veut garantir une certaine couverture, on peut se dire, je veux qu'il y ait au moins 3 capteurs qui puissent suivre chaque cible, auquel cas, ce problème
peut être modélisé comme un problème de satisfaction de contrainte dans lequel on va essayer de trouver une valeur pour ces décisions d'orientation de nos capteurs de telle sorte qu'on garantisse la satisfaction des contraintes. Donc par exemple, ici, on est bien capable de garantir qu'on a toujours 3 caméras qui observent chacune des cibles. On a assez de caméras, il n'y a pas trop de cibles, c'est possible. Par contre, si bien sûr on a plus de cibles, on peut rentrer dans le cadre qu'on appelle max SP. On va essayer de maximiser le nombre de contraintes ou le nombre d'objectifs qu'on veut satisfaire. Donc ici, typiquement, on ne peut pas faire mieux. Si je dois avoir trois caméras qui pointent sur chacune de mes cibles, je ne peux pas faire mieux. Alors, et je pense que c'est même la meilleure solution qu'on puisse obtenir. Après, on peut se dire également, finalement, mes cibles, elles peuvent avoir une importance particulière. Il y en a certaines qui me coûtent trop. Enfin, toi, je le modélise comme un coût. Un faible coût, c'est une cible qui est très importante, et un coût infini, c'est une cible qui n'est pas très, ou une situation qui n'est pas très favorable. Ou on peut modéliser ça comme des utilités qu'on va essayer de maximiser. Bon, ça c'est assez classique en optimisation. Soit on est dans une approche minimisation, soit maximisation. Et auquel cas, là, on va essayer de pointer vers les cibles qui sont les plus importantes. Donc, imaginons que si la cible du haut avait une plus grande importance, peut-être que finalement, elle aurait été observée plus que la cible de gauche. Alors, tous ces cadres-là de modélisation de problèmes, donc on part de CSP, comme je vous le montrais, on peut ensuite essayer de maximiser le nombre de contraintes, c'est une petite relaxation de ce modèle. On peut aussi essayer de transformer les contraintes en coûts ou en utilité, donc c'est le cadre des COP. J'espère que vous voyez mon pointeur ou pas. Donc, oui, on le voit. C'est bon. Donc, des COP en bas, dans lesquelles on transforme les contraintes dures en contraintes souples, donc en des fonctions, des coûts, qui généralisent donc les CSP et les max CSP. Et ensuite, on peut se poser la question, mais finalement, et ce que propose le cadre de l'optimisation sous contrainte distribuée, c'est de se dire, finalement, est-ce que si chacun de ces capteurs était un agent autonome qui devait prendre ses décisions et qui, s'il était déconnecté, pouvait quand même déconnecter ou ne pouvait pas être piloté, pouvait essayer de prendre des décisions avec ses voisins, comment est-ce qu'on pourrait résoudre ce problème de manière décentralisée ? Donc ici, chacune des décisions, là c'est X1, X2, X3, etc., sont encapsulées dans des agents qui doivent prendre ces décisions-là. Et on va modéliser ce problème avec un graphe de contraintes assez classique, dans lequel on va voir les variables de décision qui sont connectées via des contraintes, et les agents qui vont essayer de prendre des décisions de valeur pour ces variables, sous respect de ces contraintes, et vont donc devoir interagir avec les agents avec lesquels ils sont connectés au travers de ce graphe de contraintes, qui sert d'overlay en fait. Donc, un des COP, c'est un ensemble d'agents, un ensemble de variables de décision dont les agents sont responsables, des domaines de valeur pour nos variables, des contraintes qui vont définir des relations entre nos agents, entre nos variables et donc nos agents, et un mapping de variables aux agents, c'est-à-dire que les agents sont responsables de certaines variables. Et on va voir pour but commun un objectif qui est de minimiser la somme de toutes les contraintes ou de maximiser la somme des utilités. Ça dépend dans quel sens on le voit. Et donc là, on a un cadre qui généralise encore plus, dans lequel les variables sont contrôlées par les agents. Si on était dans un cadre mono-agent, on retomberait dans le cadre centralisé, c'est-à-dire qu'il y a un agent qui contrôle toutes les variables. Ça demande de mettre en place un modèle de communication. Donc typiquement, ça peut être suivre le graphe de contraintes. Et ça veut dire que les agents vont raisonner avec une connaissance locale qu'ils vont devoir partager pour être ces coordonnées. Et on va voir que si on veut avoir des garanties d'optimalité, il va falloir fournir certaines informations ou suivre certains modèles de communication. Un très grand nombre d'algorithmes, d'approches ont été proposés dans la littérature pour résoudre ce type de problème. Et on peut les classer suivant plusieurs caractéristiques. Donc, bien sûr, ce sont des algorithmes d'optimisation, donc en fonction de est-ce qu'ils sont complets, incomplets, optimaux ou approchés. Alors, dans les approches complexes, qu'on va vérifier, puisque ce sont des approches, donc je ne l'ai pas précisé, mais ces problèmes-là sont en général NP difficiles. Donc, une approche complète va souvent nécessiter des algorithmes exponentiels. Donc, on va quand même vérifier qu'on ne va pas pouvoir passer forcément à l'échelle. Alors, on ne va pas pouvoir passer à l'échelle, soit parce que
les opérations que les agents vont devoir faire, chacun peuvent être très complexes, soit parce qu'on va échanger un nombre exponentiel de messages, soit parce qu'on va envoyer des messages de taille exponentielle. Donc, il y a toujours tous ces compromis qui vont être mis en jeu, donc on veut essayer de les évaluer. Alors que les approches incomplètes, on sait qu'elles ne vont pas être optimales, elles vont passer à l'échelle, on va pouvoir résoudre des problèmes avec des centaines, des milliers d'agents, de variables, mais par contre, on veut quand même observer, par exemple, des propriétés comme le fait que ces méthodes soient anytime, c'est-à-dire qu'elles garantissent toujours que plus on leur laisse du temps de résolution, plus la qualité de la solution est améliorée. Éventuellement avoir des garanties de qualité en rapport à la solution optimale. Et bien sûr, sur ces approches-là, on va essayer d'avoir un bon compromis entre le temps d'exécution et la qualité des solutions. C'est-à-dire que on attend d'une solution incomplète qu'elle plonge très rapidement vers des solutions de qualité assez bonnes et puis ensuite qu'elle les améliore avec un temps un peu plus long pour obtenir des solutions de très bonne qualité. Donc voilà, ce sont des métriques à considérer quand on va faire un choix opérationnel sur quel type d'algorithme on va prendre, on va choisir. Ensuite, un autre critère qui est assez important, c'est sur la mise en œuvre de la coordination et de la coopération entre ces différents agents qui vont décider de la valeur des variables. Ça va être, est-ce que mon algorithme il est synchrone ou il est asynchrone? Un algorithme synchrone, ça va être un processus qui est systématique, divisé en étapes. Les agents, à chacune des étapes, vont faire des choses et attendre que tous les autres agents aient fini l'étape avant de passer à la suivante. Voilà. Donc, on a un aspect par tour. Alors, ça peut être plusieurs fois le même tour, la même type de phase ou des phases différentes qui s'enchaînent et pour revenir à la première phase, etc. Donc, mais c'est un processus qui est divisé en étapes. Et surtout, les agents vont se mettre à attendre certains messages. Donc, typiquement, les algorithmes qu'on va avoir, c'est j'envoie des valeurs à tous mes voisins, j'attends d'avoir reçu toutes les valeurs de mes voisins pour pouvoir prendre une décision et envoyer un nouveau message à mes voisins, etc. Donc là, on a des algorithmes par tour, ou des élections, ce genre de choses. L'avantage de cette synchronisation, c'est que les agents ont bien une vision cohérente des valeurs de leur voisinage, de tous les autres agents, donc ils peuvent prendre des décisions qui sont solides vis-à-vis de la cohérence de la vue qu'ils ont des décisions des autres agents. Par contre, un des soucis, c'est que si des agents sont beaucoup plus rapides que d'autres ou des agents qui sont beaucoup plus lents que d'autres, on va avoir des temps d'attente qui vont s'intégrer dans le processus. Pardon. Alors, c'est pour ça qu'il y a d'autres algorithmes qui peuvent être explorés, qui sont basés sur des protocoles asynchrones, dans lesquels les agents vont prendre leurs décisions uniquement sur un état local et s'activer quand ils reçoivent des messages, un ou plusieurs messages de voisins. Dès qu'ils reçoivent un message, ils vont mettre à jour leur vue, éventuellement prendre une décision et envoyer d'autres messages. Donc, ils sont plutôt là dans un mode assez réactif, et ce qui permet de minimiser le temps d'attente. Par contre, il va falloir mettre des mécanismes pour s'assurer que la vue qu'ils ont des autres agents est bien correcte, parce que suffit que les messages n'arrivent pas dans le bon ordre et du délai, par exemple, pour que les agents prennent des décisions qui soient plus à jour. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mécanismes à base de bornes inférieures, à base de timestamp, etc., pour garantir que les décisions qui sont prises par rapport à une vue. Et voire même les agents vont échanger carrément leur vue ou toutes les contraintes qu'ils ont avec les autres agents pour se garantir qu'une décision a été prise au regard d'une vue bien particulière des autres agents. Donc, ça peut nécessiter une grosse charge de communication et des temps de calcul un peu longs, éventuellement. Alors, pour illustrer ce type d'algorithme, j'ai pris un algorithme qui est le plus simple possible. Je ne vais pas tous les explorer, je vais juste vous donner une saveur du type d'algorithme que ça peut être. Donc, c'est DPOP, Distributed Pseudo-Tree Optimization Procedure, qui est un algorithme très simple à implémenter et très simple à expliquer. Ça ne veut pas dire qu'il est de complexité polynomiale, non, il est complet, il va être exponentiel dans des cas un peu particuliers, mais il est très facile à expliquer pour comprendre un peu l'idée de ce type d'algorithme. Donc, imaginons un problème de graph coloring de couleurs assez simple. On a 4 agents qui doivent choisir leur couleur, ou on peut imaginer 4 antennes qui doivent choisir leur fréquence pour minimiser des interférences, ou des agents qui doivent décider où ils regardent vers bleu, vers rouge,
étant donné une certaine topologie. Donc, le graph coloring, c'est très pratique parce que on peut modéliser beaucoup de problèmes de la vie réelle sur du graph coloring ou des extensions du graph coloring. Donc ici, on a ces contraintes qui vont dire que si A et B prennent rouge tous les deux, ça va coûter 5. Si A et C prennent rouge en même temps, ça va être 5, etc. Donc ça, c'est les coûts qui sont associés ici dans cette table de coûts. Alors là, on regarde, la solution évidente, c'est que tout le monde, puisque les coûts minimums qu'on a que les agents choisissent sont quand on a vert. Donc la solution optimale, ce sera bien sûr que tout le monde soit à vert ici, mais ça, on le sait parce qu'on a une vision globale du problème. Or, nos agents, ils n'ont pas de vision globale. Ils connaissent que les contraintes pair à pair qu'ils ont avec leurs voisins. Comment résoudre ça de manière distribuée? Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'il faut un modèle de communication. Il faut dire qui va communiquer avec qui et qu'est-ce qu'il va communiquer. Donc, ce graphe de contraintes, là, ici, on va le transformer en ce qu'on appelle un pseudo-arbre, qui est en fait un arbre en recherche en profondeur d'abord, qui est un arbre augmenté par un certain nombre qu'on appelle des back-edges, qui correspondent aux boucles qu'il y a. Donc un arbre, ici, il n'y a aucune boucle dans les branches. Les seules choses qu'on autorise, c'est qu'il y ait des back-edges entre des fils et des parents dans l'arbre, mais pas d'une branche à l'autre. Donc ça peut être obtenu de manière polynomiale par des échanges de tokens très simples et très rapides entre les agents. Donc c'est un arbre couvrant avec des arcs supplémentaires pour les boucles. Alors, ça va être très important parce que c'est là que vont transiter certains messages importants entre les agents. Et ensuite, Depop, c'est un algorithme en 2 phases, donc c'est un algorithme synchrone, comme je vous l'ai dit, il est complet et il suit une méthode qu'on appelle inférence et qui raisonne par des coûts. Il ne va pas tester des valeurs de variables les unes après les autres, ce n'est pas un algorithme de recherche, c'est un algorithme d'inférence. Il va raisonner sur des coûts, ils vont s'échanger des coûts, les agents, et essayer de déterminer quelle est la meilleure solution au regard de ces coûts. Donc, c'est une extension de Bucket Elimination. Donc, les agents vont échanger des messages au travers de ce pseudo-arbre. Et il y a 2 phases. Il y a une phase montante, qui est la phase utile, dans laquelle les messages vont partir des feuilles jusqu'à la racine. Et ensuite, on a des messages qui vont descendre. Une fois que la racine a reçu tous les messages de tous les sous-arbres, de ces sous-arbres, la racine va prendre une décision ici sur la couleur et propager cette décision à ses enfants pour qu'ils prennent eux-mêmes leurs décisions, etc. Donc, si on se met au tout début de l'algorithme, on va voir C et D qui sont les feuilles qui vont devoir envoyer des coups à leurs parents. Donc ici, par exemple, D va devoir prendre une décision et va dire, quelle que soit la décision de B, quels sont les meilleurs coups que je puisse obtenir. Donc D va dire, si B prend rouge, la meilleure solution qu'il peut avoir, aura un coût de 3. Ça sera de prendre lui-même rouge. Si B prend vert, la meilleure solution pour D, le meilleur coût qu'il puisse obtenir, c'est également 3. Donc, il va envoyer ce message de coût à son parent B. Donc, il va envoyer le message rouge 3, vert 3. Donc, il lui envoie ça. De la même manière, mais un peu plus complexe, C, lui, va devoir dire quels sont les meilleurs coûts que je puisse obtenir, mais comme il dépend de A et de B, il a des contraintes avec A et B, on va avoir toute une combinatoire. Il va devoir dire si A est rouge et B est rouge, alors c'est ça le coût minimum. Si A est rouge et B est vert, alors c'est ça le coût minimum, etc. Donc c'est toute cette combinatoire qu'on va trouver. Et il va envoyer cette table. Donc cette table, elle est exponentielle dans le nombre de voisins de C. Donc ça veut dire on va avoir très peu de messages dans cet algorithme, un nombre linéaire. Par contre, ils peuvent être de taille exponentielle en fonction de la topologie de notre graphe de contraintes. Donc ça, opérationnellement, c'est quelque chose qui peut être compliqué à prendre en compte. Donc voilà, les agents calculent ces tables de coûts, les envoient à leurs parents. Du coup, B, maintenant, qui a reçu les coûts de tous ces sous-arbres, peut prendre sa décision. Il va agréger les coûts qu'il a reçus de C, les coûts qu'il a reçus de D, plus la contrainte qu'il a avec A. Il peut prendre donc la décision en disant que le meilleur coût qu'il puisse obtenir si A rouge, c'est 18, et le meilleur coût qu'il puisse obtenir si A est vert, c'est 12. Et donc, il va envoyer ce coût. A reçoit tous les coûts, donc reçu tous les coûts de ses enfants, B. Il a cette table, donc il peut prendre une solution, une décision qui est la décision optimale, qui est de dire je vais choisir vert parce que ça ne va coûter au collectif que 12. Il prend cette décision, et maintenant on passe dans la deuxième phase, qui est de faire redescendre ces valeurs vers jusqu'aux feuilles.
Donc, il prend cette décision, sachant que A prend vert, B va également choisir de prendre vert. Et maintenant, sachant que B et A ont choisi vert, C va pouvoir choisir vert. Et sachant que B a choisi vert, D va pouvoir choisir vert. Voilà. Et on obtient la solution optimale à ce petit problème, avec un nombre linéaire de messages, autant qu'il y a d'arcs en montant, autant qu'il y a d'arcs en descendant. Par contre, on a des messages qui sont potentiellement de taille exponentielle si on a un réseau qui est avec des gros hubs et avec des agents qui sont connectés avec beaucoup d'autres agents. C'était un exemple, mais il en existe beaucoup d'autres, des algorithmes, et il existe également beaucoup d'extensions à ce cadre de modélisation. Donc, il y a des décopes dynamiques dans lesquelles on rajoute des contraintes, on rajoute des variables en cours de résolution, des décopes multi-objectifs. Si, par exemple, on veut optimiser une certaine performance, par exemple, un temps de couverture d'un lieu, mais en minimisant les contraintes en minimisant la consommation énergétique, par exemple. On a des décopes asymétriques aussi, des décopes dans lesquelles les coûts des contraintes ne sont pas les mêmes pour aller de A, enfin, pour un agent A qui a une contrainte avec B, il va considérer certaines valeurs comme ayant des coûts différents de l'agent B. Donc, ça veut dire qu'on a des tas de coûts un peu asymétriques avec deux coûts à chaque fois pour chacune des possibilités. Donc, on revient un petit peu, c'est un petit peu un lien qu'on peut faire avec la théorie des jeux, par exemple, ici, où les agents ne vont pas avoir forcément les mêmes intérêts sur les contraintes. Il y a des décopes probabilistes avec des variables aléatoires et des décopes continues avec des variables qui ne sont pas des choix combinatoires, mais des valeurs continues. Voilà. Et il y en a d'autres. Et c'est donc, vous voyez, hein, il y a des Là, j'ai mis des références qui vont jusqu'à 2021, mais il y a encore des algorithmes qui sortent encore aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'était la première famille d'algorithmes que je voulais rapidement passer en revue. Et une autre façon de considérer la coordination, donc c'est ici, là, les agents, ils avaient des valeurs, qui devaient choisir des valeurs, et ils suivaient un protocole qui est une sorte d'algorithme de résolution de problèmes sous contrainte distribué pour trouver une solution optimale, une solution coordonnée. Là, on va passer à un autre type d'algorithme qui sont aussi des algorithmes d'optimisation au final, mais dont le schéma de communication est différent. Ce sont les algorithmes basés sur les enchères. Donc, les enchères sont quoi? Ce sont des processus de mise compétitive pour allouer des biens ou des services à des personnes, à des agents. Donc ici, les acheteurs vont soumettre des mises et les acheteurs qui ont soumis les plus hautes mises vont gagner les objets ou les tâches ou les services. Il y a plein de schémas différents d'enchères qui existent, anglaises, inversées, descendantes, offres scellées, etc. Il y a toute une littérature hyper riche sur les enchères. Donc nous, on va se concentrer sur des enchères dans un cadre coopératif d'allocation de tâches ou d'allocation de ressources. Et il y a également d'autres variantes qui sont quand on veut allouer plusieurs objets. On a tout un pool d'objets. Donc là, on va imaginer nos objets, ce sont des tâches qu'on veut allouer à des robots et les robots veulent choisir leurs tâches. Ou on imagine des taxis. Il y a plein de clients à servir. Il y a plusieurs taxis qui sont positionnés dans la ville. Comment on alloue les différentes courses aux taxis? Voilà. Donc on passe d'un cadre simple, objet unique à objet multiple. Un protocole basé en chair classique va être le suivant. Donc, on va avoir un commissaire-priseur au milieu, au centre, là, qui a plusieurs objets à vendre. Et on va avoir des enchérisseurs, donc ici, qui veulent obtenir ces objets. Donc, le commissaire-priseur va faire l'annonce de ces différents objets. En fonction de cette annonce, chacun des agents va évaluer combien il est prêt à mettre pour un objet, pour deux objets, pour toutes les combinaisons de lots d'objets possibles, par exemple. Donc ça, c'est si on est dans le cadre des enchères combinatoires. On va voir qu'il y a plusieurs cadres, mais pour être vraiment optimal, ce qu'il faudrait faire, c'est considérer toutes les compositions possibles, toutes les sous-parties de l'ensemble des trois objets là, et se dire combien je suis prêt à mettre pour ça. Et
ces compositions ne sont pas forcément additives. C'est pas parce que j'aime le diamant, je suis prêt à mettre tant, et que la bague, je suis prêt à mettre tant, que, ce que je suis prêt à mettre pour avoir le diamant et la bague est la somme des deux. Ça peut être super additif, ça peut être sous-additif. Il n'y a aucune restriction particulière si on reste dans le cadre général des enchères combinatoires. Les agents vont donc faire leur offre. Alors, donc, par exemple, on voit que l'agent à gauche, ici, va proposer de prendre la bague et la pièce. Il est prêt à payer 2 pour ça. Et que pour l'ensemble pierre, bague et pièce, il va être prêt à mettre 3. Voilà. Les autres agents n'évaluent pas forcément de la même manière les objets. Voilà. Étant donné ces offres, maintenant, le commissaire-priseur va devoir résoudre ce qu'on appelle le Winner Determination Problem, qui est un problème NP difficile en général, qui peut être modélisé comme un problème linéaire en nombre entier, pour déterminer qui obtient quoi dans cet ensemble en fonction des offres. Et ici, la solution optimale, c'est d'allouer les objets d'une telle manière qui est communiquée aux agents. Voilà. Eh bien, on peut prendre exactement le même paradigme pour coordonner des agents qui vont devoir se partager des tâches, se partager des ressources, qui vont vouloir accéder à un espace dans un espace aérien. C'est utilisé notamment pour vendre des fréquences de télécommunication. Donc, on peut imaginer ce mécanisme de coordination pour plein de cadres applicatifs. Alors, je vous ai parlé là, la façon dont je voulais présenter, c'était ce qu'on appelle les enchères combinatoires. Donc, les agents vont faire des mises sur toutes les combinaisons possibles qu'ils pensent intéressantes d'objets. Donc le problème, c'est que le Winner Determination Problem pour ce type de problème est NP difficile. Donc on va difficilement passer à l'échelle et donc il faut trouver des relaxations à ce problème. Donc il y a 2 relaxations principales qui sont très connues, qui sont Parallel Single E-Time Auctions. Donc ici, les agents sont au courant de tous les objets et ils vont faire des bids en parallèle pour chacun des objets séparément. Donc, ils ne font pas des lots d'objets de 1, de 2, 3 ou 4, juste sur chacun des objets, en se disant éventuellement, j'espère pouvoir gagner tous ces objets en même temps ou pas. Donc, clairement, c'est une relaxation qui a des qualités de solution assez médiocres, donc c'est quelque chose qui n'est pas vraiment utilisé. Ce qui est beaucoup plus utilisé, ce sont les enchères séquentielles, c'est-à-dire que le commissaire-priseur, au lieu de donner tous les objets d'un coup, va les présenter un par un, et les agents vont pouvoir faire des bids sachant ce qu'ils ont déjà gagné auparavant ou ce qu'ils ont déjà perdu. Et comme ça, ils peuvent se constituer des gains qui sont plus proches de leur souhait en termes de constitution de lot. Voilà. Et donc ça a des assez bonnes propriétés et c'est assez utilisé en coordination de multi-robots pour l'allocation de tâches. Alors, le problème de ces 3 approches, CA, PSI et SSI, c'est qu'on a un commissaire-priseur. C'est une entité centralisée. Et le Winner Determination Problem, savoir qui a gagné quoi, c'est une décision centralisée. Donc, il y a des méthodes qui permettent de décentraliser ce Winner Determination Problem et qui sont notamment basées sur le consensus. Et un des algorithmes qui est très cité et utilisé, c'est CBBA, Consensus Based Bundle Auction, qui décentralise ce Winner Determination et les agents vont trouver un consensus pour savoir qui a gagné quel lot. Voilà. Donc, au lieu d'avoir un commissaire-priseur, tous les agents sont des bidders et ils vont, par consensus, en s'envoyant des messages de manière répétée, converger vers un consensus, donc il y a des propriétés de convergence sur ce type d'algorithme, vers une solution de bonne qualité, sans avoir à faire appel à une entité centralisée. Donc ça, c'est très séduisant quand on veut mettre en place de la robotique dans laquelle on n'a pas forcément une communication très fiable avec le commissaire-priseur qui serait centralisé. Donc si on fait le mapping maintenant entre des enchères et de la coordination pour de l'allocation de tâches. Donc ici, on va avoir un ensemble d'agents, des robots, des satellites, des véhicules autonomes.
un ensemble de tâches, des tâches d'observation pour des robots, des satellites. Ça peut être aller récupérer des clients pour un taxi, avec des contraintes opérationnelles et temporelles. Donc, par exemple, les tâches ne peuvent être effectuées qu'à certains moments. On a des fenêtres de faisabilité. Et le but, c'est de trouver une allocation de tâches aux agents de telle sorte qu'on respecte bien sûr ces contraintes opérationnelles et qu'on optimise certains critères de performance, par exemple le temps pour remplir la mission, le taux de satisfaction des usagers. On peut imaginer plein de critères de performance. Et ici, bien sûr, on est dans un cadre allocation multi-items, multi-objets, puisqu'on va voir, les agents vont pouvoir ou devoir remplir plusieurs tâches. Alors, maintenant que je vous ai présenté ces deux types de techniques de coordination de décision, je vous propose de rapidement voir deux cas d'études, un qui est lié au transport à la demande et un autre qui est lié à la gestion de trafic de drones. Pardon. Donc, l'application transport à la demande, c'est des choses que j'avais commencé avec des collègues à l'école des mines de Saint-Étienne, la thèse d'Ala Daoud, et qu'on avait commencé un peu avant avec une collaboration avec Renault. Et donc, l'idée, c'est d'attaquer des problèmes vraiment transport à la demande, dial-a-ride problème, dans lequel on va avoir un ensemble de taxis qui ont des plans, qui ont des choses à faire, et des demandes qui arrivent sur un graphe dans une ville. Ces demandes, elles vont avoir des exigences en termes de budget, en termes de durée, en termes éventuellement de nombre de passagers. Et le tout, c'est de trouver comment rajouter ces courses, ces nouvelles courses dans les plans des taxis afin de à la fois d'avoir des bonnes propriétés du côté business, une qualité de business, c'est-à-dire avec des coûts opérationnels qui soient les plus réduits, donc que les véhicules, bien sûr, ne fassent pas des distances folles, mais également que les usagers soient satisfaits, avoir une bonne qualité de service en termes de temps d'attente, voire de défection de certaines des requêtes. Donc, l'approche conventionnelle pour résoudre ce type de problème, ça va être une approche avec un dispatcher central, un appariteur central qui est au courant de toutes les requêtes, de toutes les demandes, qui va résoudre ça de manière optimale ou pas optimale. Donc là, il y a toute une littérature hein, sur ce qui est sur le DARP, sur le TSP-TW, enfin, il y a plein de une littérature très riche. Bon, ce sont des problèmes qui sont ici encore NP difficiles. Si on veut passer à des flottes de plus d'une trentaine de véhicules, on ne peut pas se permettre forcément des approches optimales de type programmation linéaire. Et ça demande en plus un accès continu au portail qui peut être coûteux. Donc le portail il peut avoir des temps de calcul assez importants si on veut résoudre ce type de problème pour toute une flotte, pour toute une ville. Ça constitue un goulot d'étranglement et c'est un point de défaillance unique. Hein, s'il n'y a plus d'accès au portail, on n'a plus rien qui fonctionne. Alors, il y a une approche expérimentale qu'on peut considérer, c'est maintenant de se dire, finalement, on va faire un dispatch qui est décentralisé. Donc, ce sont peut-être les taxis qui vont prendre leurs décisions au regard des requêtes des clients qu'ils connaissent. Mais par contre, ça nécessite qu'ils soient capables de détecter les conflits, qu'ils soient capables d'interagir pour mettre en place un protocole de résolution s'il y a des conflits. Et ça nécessite du coup d'avoir des communications. Alors, donc, nous, on avait exploré plusieurs schémas de communication, des communications via un hub central, mais qui pose toujours le problème de la robustesse, et des communications carrément pair à pair avec du V2V, de la communication véhicule à véhicule. Donc, on avait proposé dans le cadre de ces travaux un modèle d'agent autonome générique dans lequel on peut ajuster le niveau d'autonomie en termes de décision. Est-ce que c'est le portail? Est-ce que c'est l'agent? Est-ce que c'est tout un groupe d'agents qui va décider de manière un peu collective? Un niveau de coopération ajustable également, dans lequel on pouvait échanger plus ou moins d'informations sur sa route, sur ses objectifs, sur son plan, etc. Et des schémas d'allocation également ajustables et dynamiques avec, on verra avec les expérimentations, avec des aspects, justement, on pouvait choisir quel type de protocole de coordination on allait utiliser, quelle allocation, avec des enchères, avec des décopes centralisées, complètement égoïstes, greedy, voilà.
voilà, un cadre assez général, avec un modèle de communication transitif V2V. Donc là, c'est une des figures qui est à droite, c'est les agents peuvent communiquer que dans des ensembles connectés transitifs s'ils sont à portée des véhicules, qui sont bien sûr dynamiques. Ça demande aux agents éventuellement de repasser des informations s'ils changent d'un groupe à l'autre. Et leurs décisions sont basées sur une heuristique de coût d'insertion des différentes requêtes dans leur course actuelle. Donc, c'est des choses qui sont très utilisées en DARP et en recherche locale pour améliorer des courses dans le problème d'allocation de taxi. Excuse-moi, Gauthier. Oui. Les agents, c'est les véhicules, là, hein. C'est pas les passagers qui font les demandes, hein. Non, non. Là, les agences, ce sont les véhicules qui vont essayer de répondre aux demandes, des demandes dont qui peuvent venir de manière globale, mais pas forcément. Ça peut être aussi on a fait des modèles dans lesquels c'est juste une demande. Un taxi voit un client au bord de la route qui lève la main. Cette demande, elle apparaît. On la propage dans le réseau, et voilà. Donc, ou bien il y a à la gare, il y a une borne pour faire une demande et ça part d'ici, et voilà. Mais ici, les agents sont les taxis. Donc, on a expérimenté ça, on a fait par simulation sur la plateforme territoire de l'École des mines de Saint-Étienne, sur des données sur la ville de Saint-Étienne, qui sont des données synthétiques sur lesquelles on a créé des modèles d'offres et de demandes et géolocalisés. Et sur les données réelles de Taxi New York, service limousine et transport à la demande de New York, qui est un dataset assez grande échelle, à l'échelle des différents districts de New York, donc qui était intéressant pour justement évaluer le passage à l'échelle des techniques qu'on allait utiliser. Donc, ce qu'on a regardé, ce qu'on a évalué, donc ça, c'est un exemple, hein, on a plein de résultats. Vous pouvez aller voir la thèse d'Ala pour avoir plus de détails là-dessus. Donc, on a testé, donc, en violet, ici, on a un dispatcher central, donc voilà, un portail qui connaît tout, qui a tous les taxis, qui calcule soit à l'optimum, soit on fait une relaxation vers un greedy de très bonne qualité. Ensuite, on a en orange, on a une approche Ornina qui est une approche par enchère, avec en plus une enchère un peu proactive, c'est-à-dire que des agents qui sont au courant des plans des autres agents peuvent leur proposer d'échanger des courses. Donc, ils font des enchères comme ça qui leur permettent de manière proactive d'essayer de récupérer des courses pour délester d'autres taxis pour améliorer la qualité de service et la qualité de business. Ensuite, ici, en rouge et en vert, on a deux algorithmes DECOP. Donc, c'est DSA-MGM qui sont des algorithmes non complets, mais qui ont des bonnes propriétés en termes de nombre de messages et de taille de messages. Et puis, en bleu, on a un algorithme greedy complètement égoïste où les agents ne se coordonnent pas et voilà, essayent d'atteindre de répondre à la demande. Et donc, on a fait ça avec les mêmes problèmes, mais en augmentant le nombre de véhicules pour voir un petit peu, forcément. Donc, ici, on regarde le profit de la flotte. Donc, au début, plus on rajoute de véhicules, plus on arrive à répondre à la demande et c'est assez bénéficiaire, jusqu'à un moment où le fait de rajouter des véhicules dans notre flotte n'est plus profitable, puisqu'on a des véhicules qui seront là pour rien et il n'y a pas assez de demande pour ça. Donc, bon, ça, c'est une courbe assez classique. Et après, ce qu'on a regardé, c'est un petit peu comment on faisait pour arriver à 90% de qualité de service, c'est-à-dire que les véhicules arrivaient à temps pour prendre les clients. Et toutes les approches, sauf le greedy, arrivait à 90% sur la taille de flotte optimale en termes de profit. Donc, on avait un bon compromis entre le profit et une qualité de service qui était considérée comme acceptable. On a regardé également, par exemple, la taille des messages, la charge de communication de ce type d'algorithme, avec, donc, par exemple, en termes de nombre de messages, les approches par DECOP qui sont très gourmandes, elles envoient beaucoup de messages par rapport aux enchères où il y avait assez peu de messages, c'était un aller-retour. Par contre, la taille des messages dans les enchères, puisqu'on enchérissait sur des chemins, etc., c'était des gros messages.
Alors que pour les décopes, même s'il y avait beaucoup de messages, au final, la taille des messages était assez faible. Voilà. Donc, c'est des compromis aussi à voir en fonction de l'application qu'on va attaquer. Est-ce qu'on peut se permettre d'avoir beaucoup de messages? Est-ce qu'on peut se permettre d'avoir peu de messages, mais de très volumineux? Bon, bah, ça va dépendre des équipements, ça va dépendre des caractéristiques du réseau. Voilà. Donc, c'est pour ça c'est le type de métrique qu'on a étudié. Voilà. Donc ça, c'était un problème, donc pour en discuter plus tard, hein, pendant les questions, que je pense qu'il pouvait, voilà, qui peut être sujet à interaction. Et un deuxième problème auquel on s'est attaqué également avec les décopes et des enchères, c'est la gestion du trafic et surtout précisément la déconfliction entre des trajectoires 4D pour des drones et des véhicules sans pilote. Donc le scénario, c'est un scénario urbain dans lequel on va avoir des drones qui ont ce qu'on appelle des contrats 4D, donc des trajectoires spatio-temporelles avec certaines marges de tolérance, donc des tubes autour de ces trajectoires, donc de plusieurs dizaines de mètres. Donc les agents peuvent naviguer dans ces tubes-là. Alors pourquoi? Parce qu'il peut y avoir du vent qui les dévie un petit peu, donc ils ne doivent pas respecter exactement la position, mais il y a une certaine tolérance. Mais cela dit, dès que deux tubes spatio-temporels ont une intersection, c'est-à-dire qu'il y a un risque que les agents viennent trop proches, même à l'intérieur de ces marges de manœuvre, alors il y a un conflit, ce qu'on appelle un conflit. Voilà. Donc au début de la journée, par exemple, on a eu 3 drones qui ont eu un contrat, donc 3 opérateurs de drones qui ont demandé à avoir ces contrats 4D, ils ont été validés, ils ont été construits de telle sorte que ce soit sans conflit. Mais malheureusement, à un moment, il y a un drone qui doit s'arrêter pour un incident ou parce qu'il a une mission qui lui demande d'observer, il est en train de surveiller un chemin de fer et il détecte qu'il y a quelque chose sur lequel il doit faire une inspection particulière. Du coup, ça va ralentir, ça va changer son contrat 4D et ça peut impacter les autres contrats 4D, ça peut générer des conflits dans le futur. Voilà, et pareil pour l'autre drone. Auquel cas, peut-être qu'on va détecter qu'à cet endroit-là, finalement, les deux drones risquent de passer à peu près au même moment à cette intersection-là. Du coup, ça veut dire qu'il va falloir changer les contrats 4D, les négocier pour trouver une solution sans conflit. Et le pire, c'est bien sûr quand il y a même des trajectoires qui sont non négociables, par exemple un véhicule d'urgence qui passe dans l'espace aérien pour une intervention. Il est prioritaire, on n'a pas le droit de le négocier, c'est à tous ces petits contrats-là de se changer pour trouver une solution, pour résoudre les deux conflits qui ont été générés, par exemple, par cette trajectoire. Voilà. Donc, c'est encore des concepts d'opération qui sont en cours de constitution au niveau européen et au niveau américain, notamment, et qui posent de nombreux défis pour des défis d'optimisation, hein, ce sont des problèmes d'optimisation difficiles également. Bon, c'est pour ça qu'on les attaque, c'est parce qu'ils sont difficiles et qu'ils sont intéressants. Et ici, là, le focus de ce travail, c'est la réparation de trajectoires 4D. Donc, on est dans cette situation où les contrats existent et tout d'un coup, il y a des contingences, des choses qu'on n'avait pas prévues qui arrivent et il faut les prendre en compte. Donc ici, on est dans un espace qu'on appelle free route. Donc les agents ne suivent pas se sont engagés sur leur contrat, mais par exemple, s'ils doivent modifier leur contrat, ils peuvent proposer n'importe quel type de modification. Ils peuvent monter d'un plan, ils peuvent traverser l'espace, ils ne doivent pas suivre des routes particulières. Donc c'est ce qu'on appelle du free route. Les décisions, elles sont faites au niveau des opérateurs ou des drones. Donc c'est pas le système de gestion du trafic qui fait les décisions, c'est les agents qui vont proposer des changements de contrat. Et c'est le gestionnaire du trafic qui dit si c'est sans conflit ou avec conflit. Et il n'acceptera des contrats que s'ils sont sans conflit. Ici, les drones échangent des informations de manière directe ou de manière indirecte, mais en tout cas, ils peuvent interagir. Ils peuvent s'envoyer des messages de drone à drone, soit en V2V, soit par 5G, qu'importe la modalité. On propose des mécanismes de coordination qui sont réactifs et qui sont très simples à expliquer à l'opérateur.
on va voir les trois types d'opérations qu'on peut faire. Mais en gros, ça va être juste de soit attendre, ce sont des drones qui sont capables de faire du surplace, donc soit ils vont attendre ou ralentir un petit peu pour atteindre un certain point, donc c'est ce qu'on appelle du postpone, donc ils vont décaler leur passage sur tout le reste de leur contrat 4D. Soit on a des actions de type skip, donc ils vont éviter un point de passage, donc ils vont éviter un lieu où il y a un conflit en contournant le conflit, voire en annulant un point de passage. Et enfin, il y a une troisième action qui est Elevate, qui permet de changer de plan. Donc on a plusieurs plans de vol, plusieurs plans horizontaux sur lesquels les drones peuvent évoluer, et les agents vont pouvoir soit monter, soit descendre, changer de plan pour essayer de faire un pont ou faire un tunnel sous le conflit pour essayer de les éviter. Voilà. Voilà, donc on a proposé ici, un peu comme également pour le transport à la demande, un modèle générique d'agent avec un niveau d'autonomie qui est également ajustable, qui peut être branché à un middleware classique de gestion du trafic, avec un protocole de déconfliction qui est également ajustable et qui a permis, par exemple, d'implanter soit des enchères, soit des décopes. Les actions correctives sont des mises à jour, comme je l'illustre ici, là, des mises à jour des plans 4D de vol, soit en s'élevant d'un plan ou diminuant d'un plan, soit en évitant les endroits conflictuels, soit en décalant les dates de passage. Et on a regardé plusieurs types de critères de performance sur l'impact de ces actions correctives. Donc, parce que c'est bien de prendre une action corrective, mais il faut quand même évaluer, décaler son contrat dans le temps, ça risque de générer d'autres conflits dans le futur. Donc, il faut pouvoir avoir ces techniques d'évaluation de l'impact des actions correctives. Et donc, on l'a fait au regard de la safety. Donc, est-ce qu'il y a encore des conflits, il y a des interactions entre ces tubes de tolérance? Est-ce que la qualité de service est encore garantie? C'est-à-dire que les agents ont pu voir tous les points qu'ils devaient voir? Est-ce qu'ils n'arrivent pas trop en retard? Est-ce qu'ils n'ont pas dépensé plus de batterie les uns que les autres, etc. Et la qualité de business, c'est-à-dire en général, c'est plutôt le temps de vol de nos différents drones. Donc, on a fait des expérimentations par simulation sur des zones urbaines assez denses. Bon, là, il y a avec des flottes allant de 5 à 25 drones qui ont des trajectoires relativement denses et avec des injections d'événements aléatoires, soit qui forcent les drones à faire du surplace, soit avec l'introduction de trajectoires d'urgence qui sont non négociables, qui traversent l'espace aérien, qui demandent à tous les autres contrats de s'adapter s'ils ont un conflit avec. Donc, on a évalué, dans un premier temps, on avait évalué un algorithme centralisé qui était un algorithme, alors là, c'était un algorithme arborescent de minimisation des conflits qui nous servait de baseline. Ensuite, on avait des agents qui ne faisaient que décaler, par exemple. La seule action qu'ils faisaient, c'était décaler dans le temps. Ils ne faisaient que retarder leur passage. D'autres qui ne faisaient que s'élever ou changer d'altitude, en gros. Et d'autres qui ne faisaient que éviter les conflits en annulant des points de passage. Voilà. Et à ces 4 comportements un peu basiques, on a confronté 4 algorithmes d'écope différents pour évaluation en termes de nombre de messages, en termes de qualité des solutions. Donc, les qualités de solutions sont équivalentes. Par contre, c'est plutôt sur des métriques non fonctionnelles, sur le nombre de messages, etc., qu'on avait observé des diminutions Donc, tous minimisent le nombre de conflits, ne font pas trop de mise à jour des contrats non plus. Donc, ils sont assez consciencieux là-dedans. Et il se trouve que les décopes, finalement, font un bon compromis qui vont bien choisir quand est-ce qu'il faut décaler, quand est-ce qu'il faut changer d'altitude ou quand est-ce qu'il faut carrément annuler des points de passage. Voilà. C'était un peu ce qu'on a observé. Donc, on a regardé la conservation des contrats. Est-ce qu'on en annulait beaucoup? Donc, bien sûr,
le comportement qui consiste à annuler dès qu'il y a un conflit, il réduit de beaucoup le nombre de points de passage. On regardait bien sûr le délai total, donc c'est-à-dire le temps de complétion de la mission, qui forcément pour tous les agents qui ne faisaient que décaler quand il y a un problème, eh ben, ils se retrouvaient hyper en retard à la fin. Voilà. Donc ça, c'est des et les DECOP sont un bon compromis entre l'optimum et ces aspects-là. On a regardé également la taille des groupes qui se coordonnaient, donc qui étaient pas forcément qui étaient pas forcément très grands, donc c'était coordination side, ça pouvait être des contrats qui allaient faire se coordonner 8 jusqu'à 8 drones qui devaient se coordonner pour déconflicter leur contrat 4D. Donc ça demande quand même pas mal de messages, de coordination, mais ça veut dire ça, on était dans un scénario très dense, hein. Beaucoup de drones dans un espace assez contraint, donc c'est pour ça c'était très conflictuel. On l'avait fait exprès de mettre un setting assez conflictuel. Donc ça, c'était les DECOP. Et puis oui. Excuse-moi, on n'a pas beaucoup de temps pour les questions. Si tu as une présentation qui dure encore un peu, enfin, si on peut garder un peu de place pour les questions. Ok. Alors, on a également testé les enchères, mais ça, c'est un papier qu'on présentera à AMAS cette année. Donc, je vous invite à aller voir le papier. Et les enchères, on a essayé les enchères séquentielles, donc ça marche également bien. Donc, c'est d'autres techniques qu'on a fait sur des problèmes un peu plus, avec encore plus de contingence, encore plus d'aléatoires. Pour conclure, les enchères et les DECOP sont des outils assez puissants pour mettre en place de la coordination dans des cadres coopératifs, hein. On est bien en train d'essayer d'avoir des agents qui se comportent en équipe, avec plein d'applications clés, à mon avis. Le fait que les agents, qu'on crée des agents qui ont leur autonomie, ça permet d'installer une certaine encapsulation, mais également de l'explicabilité des comportements des différents agents. Pourquoi cette décision a été prise? Ben là, on peut tout tracer. Ce sont des agents qui ont pris des décisions parce que c'était tel coup qui venait de tel autre agent, etc. Et pour aller plus loin, ben, bien sûr, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe si on est dans des cadres non coopératifs? Donc là, il y a d'autres techniques qui peuvent rentrer en jeu. Actuellement, on est en train d'explorer tout ce qui est hybridation avec les tables de coups peuvent être très volumineuses, peuvent être demander de l'apprentissage. Donc, c'est le genre de choses qu'on est en train de mettre en place. Et bien sûr, ces protocoles, il y a beaucoup d'envois de messages, donc ça pose la question de la sécurisation de ces envois de messages, et est-ce que finalement ça pourrait être sujet à des attaques. Donc ça, c'est pas ma spécialité, mais il y a des gens ici qui le sauront peut-être certainement plus. On recrute des doctorants, post-doctorants également sur ce type de sujet, avec ce type de technique. Voilà, donc je vous encouragerai à les diffuser si vous avez des potentiels candidats. C'est des travaux que je n'ai pas fait tout seul. Il y a des doctorants, donc notamment Ala, Victor qui vient juste de commencer en thèse, d'autres collègues de l'ONERA, d'École des Mines, voilà, sur lesquels je travaille là-dessus. Je ne suis pas seul. Et merci beaucoup. Donc je peux répondre à vos questions. Merci. Merci Gauthier, merci beaucoup pour la présentation qui a permis de rentrer dans le sujet et puis d'avoir quelques éclairages applicatifs, certains résonnant avec des travaux de Birté. Peut-être quelques questions. Je vois que Reda a allumé sa caméra, donc il a peut-être une question. Peut-être que la dernière incise sur la cyber. Merci en tout cas Gauthier pour ton excellente présentation. Oui, j'avais pas particulièrement de questions. Je voulais voir s'il y a d'autres personnes qui avaient des questions, mais j'en ai une pas sur la partie partage d'informations ou sur la partie privacité, sur cette notion de misbehavior, parce qu'on suppose que les agents sont honnêtes sur le partage de leurs contraintes, ou en tout cas sur les informations, pas sur leur confidentialité. Du coup, est-ce que vous regardez ce type de choses? Est-ce que ça a un impact si un agent va essayer de misleader en quelque sorte la coordination globale à son intérêt? Alors, les DECOP, dans les DECOP, c'est clairement un cadre très, très, très coopératif dans lequel effectivement les agents, ils suivent le protocole, ils respectent les contraintes, etc. Dans les enchères,
c'est un peu plus délicat. Donc, en fonction des protocoles, on va effectivement avoir de la manipulabilité. Est-ce que notre protocole est stratégie proof ou pas? Est-ce que les agents peuvent être stratégiques et essayer de biaiser un peu le jeu, leur mise, pour essayer d'obtenir ce qu'ils veulent, même si c'est pas le top pour le collectif. Donc, c'est ce que je mettais un peu comme item dans ma conclusion, c'est que si on va dans des cadres où c'est moins coopératif, il y a d'autres techniques, mais les enchères sont quand même un mécanisme qui permet notamment en fonction du protocole, et si on a un bon modèle de marché, enfin de bidding, etc., d'essayer de trouver des solutions qui sont strategy proof, donc c'est-à-dire dans lesquelles des agents n'ont aucun intérêt à mentir et ils ont intérêt à miser la valeur qu'ils pensent être la bonne valeur pour les objets, d'accord? Donc ça, c'est un mécanisme. Donc là, on rentre vraiment dans le domaine du mécanisme design et de la définition de protocole strategy proof. Voilà, c'est des choses qu'on n'a pas explorées en profondeur, mais si c'est des problématiques que tu as, c'est vers là, à mon avis, qu'il faut s'orienter. Merci. Merci. J'avais une question sur parce que quand tu as commencé à parler des sujets en chair, ça m'a fait écho à toute tous les travaux sur les algorithmes, les problèmes de Bandy, Bandy Manchot, et aussi d'apprentissage par renforcement. Est-ce que ce sont des techniques que vous avez testées ou sur lesquelles vous avez travaillé? Alors, non, on n'a pas. Alors, on a. Donc, on a pas sur ces sujets. Là, on a une thèse qui commence sur ces aspects-là, hein, sur de l'apprentissage, avec des limites, notamment avec de la limitation en termes de nombre de mises. Donc, c'est de l'apprentissage avec risque de ruine, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire non plus plein d'essais. Hein. Voilà, c'est du bandit manchot, mais on n'a pas le droit de tirer sur le bras indéfiniment avec des contraintes opérationnelles. On peut, voilà. Et après, au-delà des bandits manchots, sur les aspects plus apprentissage par renforcement, là où ça, pour nous, ça fait sens, et on lance une thèse là-dessus, c'est sur l'apprentissage des tables de bidding. C'est-à-dire, le problème, enfin, soit des tables de bidding, soit des tables de coûts d'inférence qui peuvent être de taille exponentielle, comme je l'ai expliqué. Mais par contre, quand on est dans des problèmes où le bidding correspond en fait à un trajet, à quelque chose de géographique, à quelque chose qui a une certaine cohérence physique, alors ça fait du sens de mettre de l'apprentissage pour essayer au lieu de regarder toutes les combinaisons, mais d'essayer d'approximer les tables de bidding ou les tables d'inférence dans les algorithmes d'ECOP. Et ça, de le faire par apprentissage par renforcement. Donc ça, c'est des choses que on lance une thèse là-dessus là, avec des collègues de Barcelone. Voilà, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que bon, pour moi, c'est une délimitation vraiment actuelle hein, de ce type d'approche quand soit les agents sont très connectés, soit quand le bidding, il y a beaucoup d'objets sur lesquels beaucoup de tâches. Ben là, on a une explosion combinatoire qu'il faut essayer de gérer et l'approximation, ça peut être une solution, et l'approximation en faisant par exemple d'IPRL sur ces tables de coûts. Ouais. Y a-t-il d'autres questions? Maxence avait allumé sa caméra, Oui. peut-être qu'il avait. Oui, j'aurais une question. Bonjour, merci pour la présentation. Bonjour. Justement, là, je voulais rebondir sur ce dont on parlait un peu, là, le lien avec le reinforcement learning. Moi, j'avais une question en particulier sur tout ce qui était donc winner determination problem, le moment où on doit prendre une décision là, à partir de toutes les propositions qu'on a reçues. Moi, je travaille beaucoup dans les systèmes d'IA, de réseau de neurones, où en fait, c'est très probabiliste pour prendre la décision. Et ce que j'ai remarqué souvent, c'est qu'en fait, dans ce genre de façon de faire, quand tu regardais au niveau micro sur un agent, parfois raisonner en termes de probabilité, c'était pas vraiment, ça n'a pas vraiment de sens, puisque en fait, l'agent il optimise pas, il prend pas forcément la meilleure décision. Juste, c'est plus probable, mais c'est pas sûr. Par contre, au niveau macro, parfois, ça fait des choses intéressantes. Et je voulais savoir si c'est des choses que vous testiez aussi, parfois des optimisations où en fait vous raisonnez plus par probabilité que par Stochastique, optimisation. ouais. Alors, parmi les algos dont j'ai parlé, il y a des algos qui sont stochastiques. Là, on a essayé DSA, c'est un algo qui est stochastique.
Dans les comportements des agents tels que dans les applications que j'ai montrées, les comportements étaient déterministes. Ils utilisaient l'algorithme d'optimisation et ils suivaient ce qui était dit par l'algorithme d'optimisation. Mais on pourrait effectivement également modéliser différents types de comportements avec une variation stochastique autour de pas forcément aller vers l'optimum, etc. Donc ça, c'est une chose. Après, sur le winner determination problem, savoir qui va gagner quoi et est-ce que c'est optimal ou pas, le winner determination problem, il peut être aussi résolu si on ne peut pas se permettre l'optimalité par un algorithme glouton, par un algorithme de recherche locale stochastique. Il y a également des papiers très récents sur la modélisation du winner determination problem comme un réseau de neurones. On peut, voilà, c'est une piste très ouverte. Théoriquement, la modélisation optimum, c'est un programme linéaire en nombre entier, CNP difficile, c'est comme ça, mais on peut relâcher si on a des contraintes opérationnelles qui ne nous permettent pas de résoudre ou parce qu'on ne peut pas passer à l'échelle. Effectivement, passer à du stochastique, c'est une solution. Est-ce que ça répond à très bien. à la question? Ouais. Merci beaucoup pour la réponse, c'est plus clair. D'autres questions? Bien, je vois le temps qui a déjà avancé. Bon, on a commencé un petit peu en retard. On va clore là le séminaire. Merci beaucoup pour ton temps et pour tes éclaircissements sur ces sujets que tu connais très bien. Je pense que il y a plusieurs projets de l'IRT, plusieurs travaux qui peuvent être concernés par ce type de travaux. Juste pour info, pour les gens qui sont connectés, là, le 21 mars a lieu le prochain séminaire ART Systémics et ce sera Mustapha Leba de l'Université Versailles-Saint-Quentin qui viendra parler de fusion et d'aspects clustering, donc d'apprentissage non supervisé avec des versions avec des réseaux profonds. Voilà, merci beaucoup.